Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie de mes recherches que j'ai fait il y a à peu près 2 ans à l'école, ça fait 5 ans que j'y suis. J'ai d'abord commencé sur tout ce qui était bioessais et toxicité environnementale. Et là, j'ai une deuxième partie de la recherche qui parle donc, de la fabrication et la mise au point de biocapteurs pour la détection des polluants dans l'environnement. Et un des modèles d'étude, en fait, c'est l'ochratoxine A, notamment dans le vin. Alors, c'est pas forcément dans l'environnement, parce qu'en fait, c'est une demande un peu spécifique des vignerons du coin, puisqu'il y a de vin, pour essayer d'aller faire un système de présence d'une part en dessous ou au-dessus des 2 microgrammes par litre d'ochratoxine A dans les vins rouges, sans préconcentration sur colonnes d'immunoaffinité avant, c'est-à-dire en direct. Donc quelque chose un petit peu compliqué, c'est-à-dire que souvent on demande de faire des tests qui ressemblent à des tests de grossesse pour aller détecter des choses de l'ordre du PPV dans l'environnement, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc en fait d'abord en introduction, je vais d'abord vous rappeler ce que vous connaissez déjà, c'est déjà les méthodes d'identification très classiques pour aller détecter dans l'environnement toutes les substances de la DCE, donc c'est sûr, on fait tout ce qui est des procédures analytiques très normées, donc chose que moi je ne fais absolument pas ici, c'est des collègues qui le font. Et moi on me demande de faire à partir de là, d'essayer de développer des outils de screening pour la surveillance de la ressource en eau. Donc des outils actuellement qui existent, qui sont publiés et que vous pouvez aussi acheter, ce sont soit des systèmes physico-chimiques comme des sondes de pH, des sondes nitrates, des sensors, ou des méthodes biologiques, donc comme des immunoessais, bon ça sur le terrain c'est un petit peu plus compliqué, des bioessais, vous voyez ici vous avez une photo où effectivement on peut faire de la mesure de bioessais, style microtox, d'astopstic, ceci, ça peut arriver. Donc voilà. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est modèle sensor, et pas sensor physico-chimique, c'est plutôt des biosensors. Alors, c'est quoi un système biosensor? C'est une petite boîte, tout en un. C'est vraiment une bonne définition, un biosensor, un biocapteur. Donc, c'est une boîte en un seul, dans laquelle vous avez un élément de reconnaissance biologique, on va appeler ERV, qui va venir reconnaître de manière spécifique un polluant à doser dans l'environnement. Puis, vous avez un transducteur. Donc, il va vous traduire cette quantité de polluant, la présence de ce polluant d'un signal quantifiable par un détecteur. Donc, on a de le quantifier. Donc, là, je vous ai mis quelques exemples de biodétecteurs, de biosenseurs qui existent. Donc, ce qui appelle un biosenseur, les biosenseurs qui sont les plus souvent utilisés par beaucoup de laboratoires en Espagne et un laboratoire à Perpignan, c'est tout ce qui est les biosenseurs en pyrométrie. Donc, c'est-à-dire derrière, en fait, vous avez un signal électrochimique qui va être mesuré. Ensuite, donc là je passe du plus compliqué au plus simple. Ici vous avez tout ce qu'on appelle les stick sensors. Donc là ça ressemble un petit peu plus à des bandelettes de dosage oui, non pour la présence de polluants dans l'environnement. Et ici c'est un outil développé donc, par le laboratoire Image à Perpignan qui avait développé un outil qu'on appellera plus dans ces conditions des biosensors, mais plutôt des bioessais, puisque là on n'est plus dans un lecteur tout en un pour la détection de pesticides dans l'environnement. Donc c'est juste un changement de configuration. Donc le système que moi je développe à l'école, c'est donc un bioessai, c'est un biodétecteur. Je ne vais pas l'appeler biosensor parce que pour l'instant je ne suis pas au stade tout en un. Donc j'ai d'abord une membrane sur laquelle je vais mettre un support spécifique qui va venir accrocher une protéine d'orientation de reconnaissance biologique spécifique de mon polluant, que j'appelle ERV, ici. Donc cet ERV peut être soit un anticorps spécifique, très souvent sur un monoclonal ou un polyclonal par rapport au polluant cible, et de manière à avoir un maximum de chances que cet anticorps soit bien orienté, le plus souvent on va utiliser une molécule biologique qu'on appelle les protéines A, G ou L, qui viennent reconnaître de manière spécifique le fragment FC de l'anticorps. Donc ça, c'est lorsque je fais un biosensor en utilisant les anticorps. Ensuite, vous avez ici en présence de ma bandelette, ensuite je vais mettre mon polluant endogène à les doser, c'est-à-dire un échantillon environnemental ou le vin rouge, que je vais doper avec le polluant qui lui sera marqué parce que je puisse aller quantifier la présence. Donc pour ça, je vais faire une quantification inversement proportionnelle à
la lumière émise ou à la coloration. Donc pour ça, en fait, j'ai mon polluant que je marque ici à la peroxydase du réfort, qui est une enzyme spéciale. Donc, voilà, ici, vous avez sur ma bandelette qui contient mon anticorps, mon ERP. Elle va venir reconnaître de la même manière mon polluant endogène, celui que je dois les doser, que mon polluant marqué, que j'ai mis à une concentration bien définie. Donc, vous comprenez bien que si vous avez très peu de polluants dans l'environnement, vous allez avoir plus de chances que votre anticorps va venir reconnaître votre polluant marqué. Donc ça veut dire que ce polluant marqué étant plus concentré sur mon anticorps, l'enzyme HRP va pouvoir réagir soit avec du luminol, soit avec un autre substrat pour me donner, dans un premier temps, soit de la lumière, que je peux quantifier par un lecteur de luminescence portable, donc ça s'appelle de la chimiluminescence, soit par colorimétrie. Donc plus il y a de lumière, plus ça veut dire qu'il y aura eu de polluant HRP qui sera venu se fixer sur l'anticorps, ça veut dire que moins il y aura eu de polluants dans l'environnement. Donc ça veut dire que le résultat de la quantification du polluant endogène dans l'environnement sera inversement proportionnel à la concentration, donc à la lumière ou à la colorimétrie. Donc l'objectif, l'objectif de mon étude, c'est la détection de l'ochratoxine A en direct, sans préconcentration, à des valeurs inférieures à 2 ppb, donc 2 microgrammes par litre, sans préconcentration. Donc cette ochratoxine A, il faut que j'aille la détecter à la fois dans l'environnement, dans l'eau si c'est possible, et bien sûr dans les vins rouges, parce que le vin rouge c'est une matrice très complexe qui contient beaucoup d'anthocyanes et beaucoup de tanins, qui ont à peu près la même tête que l'ochratoxine A, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, l'ochratoxine A, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une mycotoxine. C'est quoi? C'est une toxine qui est produite de manière naturelle et constitutive par des champignons. Ces champignons se développent à des températures et des concentrations en eau, notamment dans les denrées alimentaires. Donc vous pouvez le trouver dans tout ce qui est céréales, café, farine, mais aussi sur les vignes directement sur le vin, notamment dans les régions méditerranéennes. Donc nous sommes particulièrement touchés, ainsi que l'Italie. Donc ici, il y a certaines années où on voit directement le champignon sur les grappes de raisin. Donc lorsque les vignerons viennent récolter leurs raisins, ils récupèrent ce champignon produit cette toxine, et cette toxine malheureusement n'est pas biodégradable par la chaleur, et va très mal se dégrader dans le temps. En tout cas, si elle se dégrade aux UV, le problème c'est que toutes les molécules qui donnent le goût du vin se dégradent en même temps. Donc en fait, ils ne peuvent pas laisser trop longtemps le vin à l'air de manière à permettre la dégradation uniquement de l'ochratoxine A sans perdre le goût du vin, ce qui donne forcément des cépages. Donc cette ochratoxine A, du coup, vous pouvez le retrouver dans l'environnement du travail, des personnes qui travaillent notamment dans l'ensilage, dans les étapes, dans les silages, c'est des concentrations assez importantes dans ces microparticules, dans les poussières des usines de café, dans tout ce qui est aussi conduite de chauffage. Pourquoi? Parce que les champignons, je vous ai dit, ils aiment bien se développer lorsqu'il y a de l'eau et de la chaleur. Donc effectivement, vous pouvez les retrouver soit après des fortes crues d'inondation, parce qu'ils vont se développer sur tout ce qui est bois pourri, de pourriture, soit au niveau des dans la conduite de chauffage. Donc du coup, l'AFSA, l'AF7, avait mis effectivement des bulletins de prévention de présence de mycotoxines comme l'ochratoxine A dans l'environnement du travail et dans l'environnement tout court. Donc, pourquoi l'étude de cette mycotoxine? Parce qu'elle a plusieurs niveaux d'action. Soit elle peut interagir au niveau moléculaire avec des macromolécules et aussi avec de l'ADN et produire des résidus ADN. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez observer la présence du micronoyau. Soit au niveau subcellulaire, elle va pouvoir interagir avec des réactions enzymatiques, voire des organelles. Ou au niveau cellulaire, avec des effets sur le métabolisme. Donc, du coup, cette mycotoxine, ochratoxine A, peut être cancérogène, génotoxique, tératogène et néphrotoxique. Il faut savoir que les niveaux d'acceptation de seuil de présence d'ochratoxine A, notamment dans les denrées alimentaires avant qu'ils puissent être sur le marché, varient selon le bol alimentaire. C'est-à-dire que pour un vin rouge en France, il ne faut pas être au-dessus de 2 microgrammes par litre. Pour le café, il ne faut pas être au-dessus de 10 microgrammes par litre. Pour la bière, il ne faut pas être au-dessus de 0,2 microgrammes par litre. Ça, en fait, c'est calculé et normé selon la consommation journalière de chaque personne. Donc, les différentes étapes pour pouvoir construire ce biocapteur.
Donc je vous ai dit que je vais d'abord, sur ma biomembrane, ici, là, que j'appelle le support, que j'appelle la fabrique, et qu'après l'avoir fabriqué, il faut que j'étudie comment est-ce que je vais pouvoir accrocher l'anticorps ou d'autres molécules. Donc les anticorps, c'est vrai que c'est facile à fabriquer, entre guillemets, lorsque vous avez une grosse protéine. Donc des anticorps anti-ochratoxine A, il y en a certains qui sont plus ou moins affins. Mais l'ochratoxine A est une petite molécule, c'est-à-dire qu'elle fait 500. Et des molécules en dessous de 500, c'est un petit peu plus difficile à les provoquer une réaction immunogène si les a pas. C'est-à-dire qu'il faut attendre, il faut sélectionner pas mal de bêtes avant de pouvoir trouver un monoclonal qui fonctionne. Donc on a un monoclonal qui est acheté et revendiqué par une société hongroise qui est très très connue par de la légende, par de ce monde qui font la détection d'ochratoxine A. Et ensuite, moi j'ai essayé d'aller vers la sélection de d'autres molécules différentes que les anticorps, que j'appelle des molécules anticorps polluants like. Donc je vais sélectionner par mimétisme d'action sur la cellule.